Eh bien, il est 16 heures. Merci à toutes et tous d'être venus. Déjà, pour ceux qui sont là depuis ce matin, hein, parce que je reconnais des têtes qui ont déjà fait les 2 premières tables rondes. Vous êtes encore là pour la troisième. Bravo. Merci aussi pour les nouvelles têtes, évidemment, de se joindre à nous. Et puis, merci donc à nos 3 invités. Je vais faire dans l'ordre de gauche à droite. Donc, déjà, Mathieu Bonhomme. Bonsoir, bonjour. Mathieu Bonhomme, qui est l'auteur de l'affiche principale avec le Lucky Luke. On reparlera un petit peu de son travail. Théo Grosjean. Bonjour. Et Mademoiselle Caroline. Bonjour. Donc, je vais déjà vous présenter un petit peu les uns et les autres, et je vais reprendre exactement le même ordre. Mathieu Bonhomme, ta dernière actualité, c'est Wanted Lucky Luke. Donc c'est la couverture de l'album ici en panoramique qu'on aperçoit. Donc c'est vrai que tu t'es révélé à tout un public, j'ai envie de dire, supplémentaire, notamment avant Wanted Lucky Luke, tu avais déjà fait un Lucky Luke qui s'appelait L'homme qui tue à Lucky Luke. Le titre déjà annonce un peu la couleur, c'était assez excitant, et qui avait eu le prix du public à Angoulême. Donc c'était les lecteurs qui avaient dit cette année-là, c'est l'album qu'on a préféré. Mais tu avais déjà une carrière plutôt riche. Tu as commencé avec L'âge de raison, sauf erreur, et c'était il y a 20... C'était en 2002. 2002, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, exactement. Ouais. Donc on fête tes 20 ans de carrière à Sevrier BD. Ouais. J'appelle tout le monde pour dire... Donc voilà, tu veux nous parler un petit peu de tes albums un peu phares Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé en 2002 avec L'âge de raison. En fait, c'était aussi... c'est le premier album que j'ai écrit tout seul, mais auparavant, j'avais déjà fait un album avec un scénariste qui s'appelle Fabien Wellman. Et puis également quelques, évidemment, boulots dans la presse et tout ça pour avancer. Et puis, suite à ça, j'ai alterné la production d'albums avec des scénaristes. Et en parallèle, je développais aussi mes scénarios, ce qui fait que j'ai fait aussi une série qui s'appelle Esteban, que j'ai écrit, qui fait 5 albums, qui n'était pas censé être une série au départ, mais une fois parti dans l'aventure, j'avais envie de continuer. Et puis, donc avec Fabien Wellman, j'ai fait 5 albums qui s'appellent Le Marquis d'Anaon, chez Dargaud. J'ai également fait une série de 3 albums avec un compère, ami, qui s'appelle Gwen de Bonneval. La série s'appelle Messire Guillaume, c'est chez Dupuis. Et puis, j'ai travaillé aussi avec Lewis Trondheim pour 3 albums, dont 2 westerns. Et puis comme ça, au fur et à mesure des projets, j'ai avancé. Et le western est toujours resté comme quelque chose de très important pour moi. Et j'ai eu l'opportunité de faire donc ce premier album de Lucky Luke interprété à ma façon. Et puis, depuis 3-4 ans maintenant, je fais une série avec un autre scénariste qui s'appelle Fabien Nury, dont on va sans doute reparler puisque c'est un biopic qui parle d'une femme. Et voilà, et j'ai fait donc ce deuxième Lucky Luke, et puis je continue avec Fabien Nury. C'est une série en 4 albums, j'en ai dessiné 2, ça s'appelle Charlotte Impératrice, c'est chez Dargaud, et il y en a encore donc 2 en préparation. Merci Mathieu. Et donc effectivement, Charlotte Impératrice, c'est le pourquoi tu es là avec nous, puisque je vous rappelle que le thème de cette table ronde, c'est des vies en BD. Donc le fait de raconter une vie, que ce soit celle de quelqu'un d'autre ou la sienne, puisqu'il va y avoir de l'autobiographie comme de la biographie ici avec nos invités, ou de l'allographie. Il y a aussi des choses un peu particulières encore qui existent. Donc ça sera plutôt pour Charlotte Impératrice, effectivement, qu'on te questionnera. Et Théo Grosjean, est-ce que tu veux nous parler un petit peu aussi de toi ? D'accord, ça marche. Du coup, moi, je fais de la BD depuis... c'est assez récent, parce que j'en fais depuis 3-4 ans à peu près. Je fais de la BD depuis plus longtemps, mais j'en vends depuis 3-4 ans. Et en fait, j'ai commencé avec une BD d'Heroic Fantasy, donc de la pure fiction, qui s'appelait Un gentil orc sauvage. Et en fait, j'avais envie de faire de l'autobio depuis longtemps parce que j'en lisais en fait depuis assez longtemps. Et en fait, j'avais en tête l'idée de raconter un petit peu la vie d'un personnage qui est clairement moi. Un personnage très anxieux depuis longtemps parce que
je cherchais un moyen, en fait, je cherchais un format qui soit pertinent et qui puisse trouver un public voilà, de gens qui sont pas forcément des gens qui lisent de la BD. Et en fait, au moment où je me questionnais sur ce format, il y a eu une mise à jour d'Instagram, donc le réseau social Instagram, qui permettait de swiper des images. Et en fait, je me suis dit que en fait, c'était intéressant pour faire de la BD. Et du coup, ça a défini le format de cette BD-là. Donc je sais pas s'il faut déjà que je commence à raconter comme ça autant de trucs. On reviendra dessus, en tout cas, c'est sûr. Mais voilà, donc en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé cette BD-là. Et donc, il y a une BD sur le sujet de l'anxiété. Enfin, en fait, c'est juste un personnage qui a peur un peu de tout. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait une autre BD alors, qui est de la fiction qui s'appelle Le Spectateur, mais qui est quand même plus ou moins de l'autofiction, c'est-à-dire que j'ai structuré l'histoire autour de quelques souvenirs qui m'ont marqué. Et après, j'ai complètement inventé une histoire autour de ça. Et la BD sur laquelle je travaille maintenant, c'est une BD qui raconte une relation amoureuse, aussi un petit peu autobiographique. Et puis je travaille là aussi sur une autre BD pour le journal de Spirou, qui est inspiré de mes années collège, mais de manière un peu plus édulcorée, c'est un peu plus jeunesse, donc c'est un peu différent. Voilà. Très bien. Et puis le spectateur, effectivement, il sera moins présent dans les albums dont on va parler, mais c'est un album qui est intéressant par rapport au sujet, parce que c'est un album dont on est le héros, finalement. On voit tout ce qui se passe depuis les yeux directement du personnage principal. Donc c'est un exercice. Oui, c'est la première personne. Pas évident, effectivement. Et mademoiselle Caroline, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Bah oui. Bah oui. Sinon t'es embêté. Bah sinon je parle de toi. Hein. Ah bah vas-y. Moi je préférerais. Alors moi je fais de la bande dessinée depuis que j'ai à peu près 3-4 ans. Et parce que j'ai effectivement tous mes cahiers d'enfants et je faisais déjà de la bande dessinée. Mais plus sérieusement depuis, je pense, une quinzaine d'années. Je crois que je sais même pas de quand date mon premier album. J'aurais dit dans ces eaux-là qu'on se connaît. Depuis une quinzaine d'années, et j'ai dû en faire une quinzaine. Je crois que je sais pas non plus. Et voilà, donc avec en personnage principal, c'est vrai, un petit peu moi, mais aussi un petit peu les autres. Donc en général, je fais une BD inspirée de ma vie et une BD inspirée de quelqu'un d'autre qui veut raconter sa vie. Et donc avec plein de sujets différents, donc moi, ma gueule et la mienne. Et puis l'autisme Asperger, la dépression, la maternité. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il va y avoir le rugby. Je sais plus. Les régimes. Les régimes, oui. J'ai tendance à le regard oublier. des autres, la grossophobie. Oui, beaucoup le regard des autres. Ah oui, tiens, la grossophobie avec Matou, voilà. Et puis, tu as même raconté ta vie d'artiste. Ah oui, très important, ma vie d'artiste, oui, tout ce que vous ne savez pas quand vous achetez un album, tout ce qu'il y a derrière, toutes les études qu'il faut faire quand on fait mon chemin en tout cas, et pourquoi on choisit de devenir artiste. Et donc, tu te racontes beaucoup, tu as pu effectivement servir aussi d'interprète graphique pour d'autres. Et moi, j'ai noté, je pense qu'on est nombreux à s'en être rendu compte, qu'il y a de plus en plus de biographies de femmes. Est-ce que c'est pas un effet de mode d'ailleurs? On va peut-être en parler, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes dans la bande dessinée, mais en tant que personne. Moi, une des premières qui m'a vraiment marqué, c'était Kiki de Montparnasse, de Catel Bocquet. Un gros pavé assez remarquable. Mais celui qui a vraiment explosé, qui a fait beaucoup de bruit, c'était prépublié sur le blog du Monde. C'est devenu un album qui s'est vendu, je crois qu'on a passé le million d'exemplaires au monde. Et il y a une série télé, c'est Les Culottés de Pénélope Bagieux, qui a aussi finalement ouvert la voie, puisque quand il y a un succès dans la bande dessinée, il faut s'attendre à ce que ça fasse des petits autour. Mais c'est peut-être pas que ça. Est-ce que c'est une tendance au-delà de la bande dessinée? Est-ce que c'est propre à la bande dessinée? Et toi, d'où tu es? Est-ce que tu as remarqué? Comment tu le ressens? Bah, moi, c'est très simple. J'ai mis 7 ans à publier mon premier album parce que c'était un sujet typiquement féminin. Et à chaque fois, on me répondait, que ce soit les éditeurs ou même les libraires que j'allais voir pour déposer mon album que j'avais imprimé, on me disait, mais non, ça n'intéresse personne. Forcément, que les filles.
Donc au bout de 7 ans, j'ai enfin réussi, mais en fait, il y a plus en plus de filles parce qu'on leur laisse de plus en plus la parole. Et peut-être parce qu'on ose un peu plus la prendre aussi, mais vous allez dans des salons BD, c'est quand même beaucoup des mecs, et c'est beaucoup des lecteurs, plus que des lectrices. Ça change. Ce qui est l'inverse en librairie. Hein. Oui. Il y a plus mais de dans la lectrices BD, qui viennent en librairie. Moi, j'ai des souvenirs de salon, j'étais la seule fille invitée quasiment, et devant, il y avait un parterre de mecs qui attendaient. Ouais, qui s'attendaient pas pour moi, justement. Mais ouais, et puis on me le faisait bien sentir, quoi, que j'étais qu'une fille qui faisait de la BD et qui racontait des trucs de filles. Or, je suis désolée, la dépression, ça touche tout le monde, l'autisme, ça touche tout le monde. Même la maternité, on n'est pas toute seule à faire un enfant. Donc, bon, la voilà. Après, mon trait est très féminin, mais enfin, et encore, est-ce qu'il y a un trait féminin, masculin, je sais pas, mais voilà, moi, ça m'énerve. Mais après, j'irai pas raconter une histoire de meuf parce que c'est la mode. C'est comme j'irai pas voter pour le Grand Prix d'Angoulême pour une fille parce qu'il faut voter pour une fille. Ça, moi, ça me fout hors de moi, par exemple. Pas de discrimination positive. Bah non. Non, je vote parce que j'aime le travail de quelqu'un. Je l'aime pas parce que c'est une fille. Ok. C'est hors sujet, mais et donc pour voilà. toi, c'est pas donc spécialement une mode, c'est parce que la parole est de plus en plus donnée aux femmes. Mais oui, s'il y aurait eu plus de femmes dans le dessin, si on les avait laissées dessiner, j'imagine. Ok. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, Mathieu et Théo, si vous avez un peu observé. Parce que pour info, on parlait de Charlotte Impératrice tout à l'heure avec Mathieu Bonhomme, c'est donc une biographie de femme faite par des hommes. Donc c'est pas évidemment, les femmes ne doivent pas raconter les femmes, les hommes racontent les hommes. C'est possible pour tous, mais est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la bande dessinée, ou est-ce qu'il y a d'autres... Moi, alors, je suis assez, comme je disais, je suis assez récent dans la BD, et c'est vrai que j'ai le sentiment, en tout cas, que maintenant, c'est assez. Enfin, en tout cas, au niveau des. Moi, je fréquente autant, il me semble, autant d'autrices que d'auteurs. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de. Mais je pense que c'est récent, donc c'est vrai que je suis pas très bien placé pour en parler, je pense. Mais en tout cas, moi, je lis vraiment de tout maintenant. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de. Il y a une offre très, très large maintenant. C'est vrai que ça a peut-être sûrement beaucoup bougé ces dernières années. Et je pense que c'est aussi intéressé. Je pense que, comme tu dis, je pense que par exemple, dans le cas de Pénélope Bagieux, les éditeurs se sont rendus compte que ça faisait du chiffre aussi. Donc c'est aussi intéressé, je pense, de leur point de vue. Et en fait, tant mieux dans un sens, parce que ça a ouvert à plein d'autrices et plein de... Donc ouais, non, enfin, j'ai pas trop de ce sentiment-là, moi, de mon point de vue, mais c'est vrai que, évidemment, j'imagine que ça fait partie d'un mouvement qui est récent, et du coup, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà plein de BD d'autrices géniaux, donc maintenant, je vois, là, par exemple, cette année, à Angoulême, il y avait dans la sélection, il y avait quand même pas mal de bouquins je pense, par exemple, un bouquin qui m'a beaucoup marqué récemment, c'était... Le Grand Vide de Léa Muriec. Enfin, il y a une offre tellement diversifiée maintenant que j'ai moins ce sentiment-là aujourd'hui, mais c'est vrai que je pense que c'est récent, quoi. Voilà. J'ai utilisé beaucoup de mots pour dire pas grand-chose, désolé. Non, mais c'est vrai que moi, du coup, je continue, mais c'est vrai que je trouve que c'est très récent et c'est salutaire. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, la BD, c'était un truc fait par des hommes pour des hommes, ou pour des ados attardés, ou voilà, il y avait une espèce de truc avec la... Et c'était très, très viril, un peu bêta quand il s'agissait de parler de femmes, et parce que c'était pas fait par des femmes. Donc moi je trouve que l'arrivée en masse récente d'autrices, de talents, ça fait énormément de bien. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Pénélope Bagieux, ou bien Catherine Meurice, ou bien moi, quand j'ai commencé dans les années 80, il y avait cette autrice qui émergeait, Claire Wenling, alors c'était étonnant parce qu'elle avait un dessin qui s'inscrivait dans la tradition un peu classique de la bande dessinée, qui était jusqu'à présent faite beaucoup par des hommes, dans un truc heroic fantasy et tout ça, mais elle y amenait une touche beaucoup plus fine, et ça renouvelait le genre. Donc, c'est vrai que c'est une vague qui est en train d'arriver et qui je trouve est légitime et importante, voilà. Et je trouve ça très très bien.
Et effectivement, maintenant, selon les chiffres que j'ai pu voir, il y a 40% de femmes dans la bande dessinée, donc encore 60% d'hommes, mais c'est vraiment une tendance qui est récente, une tendance qui serait aussi pas mal déclenchée par le manga, puisque les mangas ont quand même beaucoup été réfléchis pour des lectrices en plus des lecteurs, ce qui n'était donc pas notre cas historiquement en France, où, comme tu le disais Mathieu, la BD c'était pour les garçons. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de lectrices jeunes qui se sont dit bah, moi aussi j'ai envie de faire de la bande dessinée plus tard, et bah, c'est une génération qui est arrivée, qui est là, donc le manga, et puis bah, maintenant là, il y a une autre génération qui lit des bandes dessinées de femmes et qui se disent aussi je peux peut-être moi en faire. Et effectivement, donc Mathieu, je disais toi, avec Fabien Nury, vous avez décidé de faire un biopic, une biographie d'une femme, justement. C'était pas une intention, justement, d'aller surfer sur une vague. C'était ce destin qui vous a touché. Comment ça s'est passé? Alors, évidemment, avec la question précédente, c'est un peu embarrassant de dire que deux hommes racontent l'histoire d'une femme, parce qu'effectivement, on pourrait avoir l'impression qu'on fait les choses à la place des femmes, ce qu'on ne veut pas du tout. Absolument pas. Bah non, justement. Ouais. Vous êtes deux hommes, vous racontez l'histoire d'une femme. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, en bande dessinée, je viens d'une tradition très classique d'aventure avec que des hommes, et j'en ai écrit, et j'écris, et j'étais un peu... et je trouve que les personnages féminins en bande dessinée sont toujours en deçà, ils sont toujours... à part, évidemment, il y a plein d'exceptions, mais il y a une espèce comment dire, de stéréotype de la femme en bande dessinée, dessinée par les hommes, que je trouve assez catastrophique. Et au fur et à mesure de mes productions, soit que j'écrivais moi-même, soit avec des scénaristes, on a à chaque fois essayé de mettre en avant des personnages féminins en les faisant ressembler non pas à ce qu'on voyait dans la bande dessinée, ou dans certains films à gros budget américains ridicules, mais de notre connaissance de femmes qu'on avait autour de nous, que ce soit nos mères, nos tantes, nos sœurs, nos épouses ou nos compagnes. Et il y a un moment où je me suis dit, bah voilà, je raconte que des histoires avec des mecs, et de temps en temps, il y a des personnages féminins qui sont là. C'est vrai que quand je fais une histoire avec des marins qui partent à la chasse à la baleine, c'est très difficile d'y mettre un rôle féminin, parce que c'est pas possible. Authentiquement, ça n'existait pas. En tout cas, à bord. Bon, je trouvais 2-3 astuces pour essayer quand même de le faire, mais il y avait ce besoin de raconter un parcours féminin vraiment en première ligne. Et quand Fabien m'a proposé ce scénario, ça a été vraiment la porte d'entrée qui m'a donné envie de faire ce projet. Il y en avait d'autres, parce que moi je travaillais avec... c'était un scénariste dont j'aimais beaucoup le travail. J'avais été assez saisi par pas mal de ses productions réalisées par d'autres. J'y voyais sa personnalité, sa patte, et j'y trouvais des mystères que j'avais envie d'explorer. Et donc c'est un auteur à qui on a beaucoup discuté. On s'est proposé des choses l'un l'autre, puis ça s'est pas fait, puis il a fallu 10 ans pour que ça arrive. Et il m'a proposé cette grande fresque historique. Alors le côté grande fresque historique, c'est le truc qui me faisait super peur. Mais j'ai compris après coup que lui aussi, le côté grande fresque historique, c'était pas vraiment le truc qui l'intéressait le plus. En revanche, de creuser un personnage féminin il y a 150 ans, entouré d'hommes, qui est une princesse qui va être mariée de façon politique à un futur empereur, qui va devenir impératrice et qui va devoir se débattre avec des relations de force, et c'était quelque chose qui était assez passionnant à explorer, et je vois qu'avec le temps de travailler ce personnage, ça l'enrichit. Moi j'ai énormément d'empathie pour elle, lui aussi, et puis il y a autour d'elle une galerie de portraits qui sont beaucoup des hommes. Ça c'est aussi une façon pour nous de montrer à quel point elle est isolée, et d'essayer de travailler sur, c'est de comprendre ses émotions, sa détresse, son énergie, et voilà. Et ça c'est vraiment le sujet qu'on a effectivement voulu explorer. Et vous l'avez fait effectivement de manière assez grandiose, j'ai envie de dire, hein. Tu disais grande fresque historique, c'est mais gentil, tout en hein. restant dans l'intime. C'est vrai que ce personnage, elle aurait pu rester femme d'empereur. Oui, et c'est on ça, se rend compte que justement. c'est elle le vrai. C'est ça, c'était le truc de l'époque, c'est-à-dire qu'une femme à cette époque, c'est forcément la femme c'est la femme de l'empereur. Bon, heureusement, il y a un titre, elle est impératrice, donc, et elle prend son rôle à bras-le-corps. Mais c'est vrai que ce côté... nous, c'est cette intimité qu'on voulait vraiment explorer, et il se trouve que, je veux
veux dire, quand on parle de l'intime d'un personnage, en fait, on parle de l'universel, on parle de soi. Quand on parle à quel point cette intimité donne un sens à l'histoire de l'époque, ça donne aussi un sens à notre histoire à nous, parce que c'est des problèmes politiques qu'on a aussi aujourd'hui. Et je trouve que ça faisait que ce récit historique, ça pouvait s'inclure avec plusieurs, comme ça, points d'accroche sur un récit presque contemporain, en fait, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est son intimité. Et du coup, nous, on s'est révélé à lâcher plus sur nous-mêmes, sur notre propre sensibilité. Nos émotions personnelles transparaissent dans sa façon de jouer, sa façon de réagir. Et c'est une zone d'interprétation qui est la nôtre, mais toujours en essayant de se mettre à son point de vue à elle. Et effectivement, ça me permet de rebondir là-dessus. Moi, je lisais que les auteurs de biographies avaient effectivement tendance à mettre beaucoup d'eux-mêmes, de manière souvent inconsciente, mais dans l'adaptation, puisque une histoire, c'est vraiment comment on la raconte qui définit un peu l'histoire elle-même. Et donc, c'est ce que tu confirmes. Vous aussi, vous avez fait ça, de manière plus ou moins consciente. Vous avez mis un petit peu de votre personnalité dans la structure de sa vie à elle. Oui. C'est vrai que c'est propre à la biographie, ça. Ouais, mais en fait, de toute manière, la biographie, en fait, comme c'est pas une autobiographie, ça veut dire déjà s'emparer de la vie de quelqu'un d'autre. Alors en plus, là, c'est historique. Donc on a des faits historiques, on a des personnages historiques, on sait qu'ils ont interagi entre eux, mais là, il y a une grande zone de créativité qui est une grosse inconnue. On ne sait pas exactement ce qu'ils ressentaient, donc c'est à nous de créer le petit quelque chose qui va faire qu'on y croit, qui va faire la différence entre le récit d'histoire où on nous envoie une liste de dates et puis des situations, la telle guerre, tel pays envahi, et puis sans trop savoir ce que ça veut dire. Par contre, de se mettre à son point de vue à elle, d'être dans ses émotions et dans les émotions des personnages qui l'entourent, ça crée de l'humanité, et le voyage se fait, le voyage dans le temps, le voyage dans leurs âmes. Et c'est ça la partie qui ressemble à de la fiction, mais en même temps qui fait que nous, on peut dire des choses de nous aussi. Et quitte à dire des choses de nous, Théo, je rebondis sur toi. Oui. Ton prochain album s'appellera L'œil du cyclone. Et en fait, tu racontes une histoire d'amour avec une demoiselle. On a potentiellement l'impression que c'est de toi que tu parles, mais en fait, parler de toi, c'est un peu le prétexte pour parler d'elle, finalement. Ouais, c'est vrai. En fait, disons que c'est un peu plus. Après, en fait, je me suis plus concentré sur mais en fait, ça parle quand même plus de moi, je pense, dans le sens où c'est plus mon point de vue et mes émotions à moi. Donc, le personnage, il y a un personnage effectivement qui est important, mais disons que je me suis plus concentré sur vraiment la restitution au plus proche des émotions que je ressentais à ce moment-là. Et aussi, c'est aussi un moyen de parler du sentiment d'être, comment dire, influencé par quelqu'un, mais en bien, ou pas d'ailleurs, mais enfin, là en l'occurrence c'est en bien, mais en fait, comment on se transforme soi-même au contact de quelqu'un d'autre. Mais ouais, en fait, l'idée c'était quand même que les personnes. Enfin, alors moi pour le coup, je réfléchis pas trop les personnages. Selon, enfin, j'essaye de faire en sorte que ça soit juste la retranscription des émotions en elles-mêmes qui prennent le pas. Donc voilà, ça pourrait être n'importe qui en fait. Ça pourrait être là en l'occurrence. Enfin, j'essaye de retranscrire ça de mon point de vue. Mais c'est en fait non, c'est quand même plutôt sur moi. Parce qu'en fait, par exemple, comment dire, elle participe pas à l'élaboration du livre, même si je lui fais lire les extraits de la BD. Mais non, c'est vraiment, c'est vraiment mon point de vue, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond à la question, oui. J'attendais pas une réponse plus qu'une autre. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Tout à fait. Et toujours pour essayer, donc, dans l'autobiographie, Caroline, tu le disais tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de toi, et je disais que tu avais aussi fait donc, de l'allographie. Donc c'est le fait que quelqu'un te raconte son histoire et que ce soit toi qui la mette en image. Donc tu es la passeuse graphique de la vie d'une autre. Donc c'est pas tout à fait non plus un biopic, dans le sens que la personne l'a écrit pour de vrai avec toi, mais que donc vous le mettez en forme graphique ensemble. Enfin c'est toi qui le dessines. C'est
quoi le plus confortable pour toi? C'est quand tu parles de toi naturellement, ou finalement le fait qu'on vienne te raconter une vie que tu mets en image, c'est plus facile pour toi? C'est plus facile pour moi de raconter ma vie parce que je maîtrise bien. Enfin, je sais de quoi je parle. Mais c'est plus facile de se réfugier en étant que dessinatrice. Parce que finalement, c'est pas mon histoire. C'est un peu moins mon scénario, même si j'y mets toujours ma petite patte. Donc, c'est plus tranquille. Voilà, c'est moins... Enfin, forcément, j'y mets moins de moi aussi. C'est des BD, c'est pas qu'elles comptent moins, c'est différent. C'est vraiment un autre travail. Quand je raconte vraiment ma vie, en général, il y a des trucs que j'aimerais faire passer. Puis, par exemple, ma BD préférée de moi, c'est celle qui parle de la dépression, parce que voilà, c'est ma maladie cachée. Et je sais que celle-là, elle est très très importante, alors que celle qui fonctionne le mieux, c'est celle sur l'autisme, qui est aussi extrêmement important, mais l'autisme ne me touche pas. Dans ma famille, je veux dire, évidemment, ça me touche, voilà, mais moins personnellement. Et c'est pas, je les défends pas pareil, c'est pas la même chose. Et puis tu te sens peut-être obligé de rendre des comptes à la personne avec qui tu travailles quand tu oui, racontes son oui. histoire, tandis qu'avec toi-même, finalement. Oui, ben moi... Et on n'arrive pas toujours à prendre du recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on Non. traduit de nous-mêmes. Donc Non. c'est vrai que ça peut être plus inconfortable aussi. Ouais. De pas forcément se dire est-ce que les gens vont comprendre ce que je cherche à faire passer, parce que... Oui, puis quand on bosse avec un scénariste, on a aussi ses retours. C'est vraiment quelque chose qu'on fait à deux, ou même quand j'ai bossé avec Matou, donc là on était éco-scénariste et co-dessinatrice, on partageait vraiment la charge à deux, donc c'est vraiment plus tranquille, quoi, que de faire un album toute seule, où on est vraiment seul. Vraiment seul, Ouais. sur ta table avec ton chien. Oui. Oui. Je reviens vers toi, Mathieu. Il y a quelque chose qui a marqué un petit peu l'histoire de la bande dessinée. C'est Lucky Luke, hein, c'est un personnage effectivement iconique de la bande dessinée. Et il y avait une certaine habitude qui avait été prise par les auteurs Maurice et Goscinny, c'était d'inscrire des personnages réels dans l'histoire de Lucky Luke. Mais est-ce que, parce que les personnages étaient réels, c'était leur vraie histoire qui était dedans? Est-ce que toi, ça t'a donné envie d'être un peu curieux sur ces personnages quand tu lisais Lucky Luke gamin? Est-ce que tu es passé à côté en disant c'est juste des... Billy the Kid, c'est un personnage de BD parmi tant d'autres? Ou est-ce que cette existence réelle a déclenché quelque chose d'important pour toi en tant que lecteur déjà, puis en tant qu'auteur? Super question, merci. C'est vrai que ces personnages qu'on rencontre dans Lucky Luke, en fait, ils leur racontent une vie complètement... C'est n'importe quoi, hein. Donc effectivement, quand tu me parles de Billy the Kid, moi je me suis rendu... ça m'a interpellé ce personnage. Il est incroyable ce personnage dans Lucky Luke. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Lucky Luke, chez moi, ça a déclenché, mais avec toutes les lectures que je faisais aussi autour, à côté, qui étaient aussi beaucoup du western, ça m'a amené à la BD, mais aussi au western. C'est comme si c'était la même chose. La BD, le western, pour moi, c'était le... la BD ne pouvait être que du western à l'époque. Et toutes les planches de jeunesse, c'est du western. Et en me renseignant sur le western, en voyant des films de western, en lisant des romans de western, et je me suis intéressé à ces personnages qui sont mis en scène dans Lucky Luke. Et par exemple, Fil de Fer, c'est pas un personnage qui a existé, c'est Jack Palance, qui est un acteur qui a existé, qui joue dans le film Shane, qui est habillé exactement comme dans la BD de Lucky Luke. Et en fait, ils ont fait sans arrêt des allers-retours entre le mythe de l'Ouest, que ce soit hollywoodien ou réel, et leurs albums, pour les tordre, en faire autre chose et en faire de la comédie. Et cette histoire de Billy the Kid, moi je l'ai rencontré après, dans d'autres films, comme le film de Sam Peckinpah, qui est très documenté et qui prend aussi beaucoup de liberté. Ça c'est aussi un biopic assez intéressant, qui nous raconte l'histoire de Billy the Kid et de son ami Pat Garrett. Et puis il s'est appuyé sur des points ultra précis historiques. Et puis quand on voit le film, on voit un film de Bab, et un autre, et ils sont dans une communauté, enfin, et puis c'est des copains, et puis les acteurs sont plus représentatifs de l'époque hippie, parce qu'il y a Chris Christopherson et j'ai oublié son nom, mais, super acteur, bon, bref, ils étaient tous les deux très emblématiques de cette période hippie. Et un autre film de Billy the Kid qui va être aussi exactement très bien documenté sur les faits historiques va raconter un Billy the Kid complètement différent, donc c'est assez amusant. Mais c'est vrai que Lucky Luke m'a amené vers le western et m'a ouvert l'envie, la curiosité vers d'autres
donc, par le biais de ces personnages, mais aussi ça m'a donné une appétence vers les films et vers les romans de western. Mais c'est vrai aussi pour toutes les BD, tous les livres que j'ai lus et qui ont été des chocs pour moi. Et je veux dire, par exemple, la production de Cosey, donc Jonathan, ça m'a donné une fascination pour les montagnes et le Tibet. Et donc j'ai eu envie d'en lire un peu plus. Ou bien un certain roman de Coloane, qui est un écrivain chilien, m'a donné envie de me renseigner sur ce qu'était la Terre de Feu. Et comme ça est né le projet de Esteban que j'ai fait sur 5 albums. Donc c'est vrai qu'il y a toujours là quelque chose qui va créer une rêverie, qui crée un impact émotionnel, qui donne envie, parce que voilà, j'ai envie de voir les images qui vont avec, d'aller chercher plus loin, et puis de nourrir comme ça l'imaginaire et du coup la création. Ouais. Très bien, donc ça a été quand même déclencheur. Ah oui, Par tout à contre, fait. tu n'as pas pris comme argent comptant en disant le personnage est forcément comme ça. Alors souvent, à la fin des Lucky Luke, il y avait une page quand même historique qui remettait un peu en contexte le personnage qu'on avait. Ouais, ou bien une découvert. gravure, un machin, mais en fait, ce qu'ils ont fait à l'intérieur, c'est pipeau, mais c'est drôle. C'était C'est pour- drôle parce qu'ils pour ont jouer fait avec un truc. la légende. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. Théo, Caroline, vous aviez lu aussi des bandes dessinées qui vous ont donné envie de découvrir un peu plus un personnage, savoir qui il était, c'est-à-dire un personnage dont vous n'aviez pas spécialement entendu parler, vous découvrez, alors ça peut être aussi par du roman, hein, enfin du livre, dire tiens, ce destin, je ne m'y serais pas intéressé avant, et puis là je me suis passionné pour. Alors la BD, comme tu sais, j'en lis très peu, donc non, mais en roman, oui, bien sûr. Moi, je suis passionnée de montagne et je lis beaucoup de romans, non, de récits d'expédition. Et une fois que je suis, j'allais dire sur quelqu'un, je lis pas mal de trucs. Effet boule de neige, tu vois, s'il a escaladé telle montagne avec Bidule, je vais lire un truc sur Bidule et ainsi de suite. Et ça a fonctionné, j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. J'ai commencé par écouter les Beatles, qui m'ont fait écouter les Rolling Stones, qui m'ont fait lire Jack Kerouac, etc., et ainsi de suite. Et je suis remontée à des trucs plus actuels. Et c'est pareil pour les romans, qui me font lire des choses sur, je sais pas, quelqu'un qui est ami avec quelqu'un, et ainsi de suite, en boule de neige. La BD, un peu moins, parce que j'en lis très peu, mais ouais, plus les romans. C'était important pour toi en tout cas. Ah oui, oui, Oui. bien sûr, bien sûr. Et toi Théo, de ton côté? Ouais, ben moi pour le coup j'ai pas mal de BD qui m'ont influencé à m'intéresser à certaines choses. Bah, par exemple, je pense à. En fait, ouais, moi j'ai vachement besoin de ça, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui m'accroche pour m'intéresser à un sujet. Je pense par exemple assez récemment, il y avait California Dreaming de Pénélope Bagieux d'ailleurs, que je trouve qui est une de ses meilleures BD personnellement. Et justement, en fait, je connaissais la chanson, mais c'est comme souvent, c'est une chanson. Enfin, c'était tellement connu qu'on s'y enfin, moi personnellement, quand c'est très très connu, j'ai tendance presque à moins m'y intéresser parce que ça me semble être un truc. Et en fait, du coup, la BD, je l'avais achetée justement sans parce que alors, je suis pas fan de. Enfin, je lis pas énormément de BD biographiques ou. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller comme ça. Et en l'occurrence. Là, j'avais pris cette BD en me disant, bah tiens, j'aimais bien le dessin, et voilà. Et en fait, je trouvais ça j'ai trouvé ça fascinant, cette capacité ouais, à s'approprier un personnage existant. Et du coup, vraiment, ça donne envie. Enfin, je trouve ça, c'est hyper, ouais, ça donne vraiment envie de réécouter, de revoir, de s'intéresser. Après, j'ai lu toute la page Wikipédia de la chanteuse. Enfin, je trouve ça c'est un effet effectivement c'est vraiment je trouve l'intérêt de la BD par rapport par exemple au livre, enfin livre classique entre guillemets. C'est qu'il y a un aspect très, en fait, ouais, très facile et très catchy comme ça. On peut facilement rentrer dedans et en fait, du coup, ça développe vachement l'envie de découvrir par la suite. Moi, je dis pas que c'est uniquement le seul intérêt de la BD parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Mais je trouve que c'est vraiment un moyen de rentrer dans un univers facilement. Et je pense aussi, par exemple, quand j'étais ado, j'avais lu Persepolis. Et ça m'avait énormément intéressé par rapport au contexte historique du roman graphique.
Et c'est pareil, c'est un truc que je m'y serais pas intéressé sans le livre. Et en fait, le fait de voir ce personnage se développer dans cet univers-là, ça me donnait envie de creuser le sujet. Pareil, je me suis retrouvé à lire des pages Wikipédia. Je me perds beaucoup sur Wikipédia, c'est très facile de se perdre dessus. Et ouais, non, enfin, il y a plein d'exemples. Ouais, pareil, Maos, évidemment, très facile de se perdre dans le sujet après. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de BD qui donnent envie, ouais, de se plonger dans l'histoire après un peu plus profondément, quoi. Alors, juste rapidement, donc Mao, c'est d'Art Spiegelman. Oui, c'est vrai, Il raconte l'histoire de ses parents en camp de concentration. Ouais. C'est semi-autobiographique, puisque lui, il n'a pas vécu ce moment. C'est un album fort qui a eu la seule bande dessinée à avoir eu un prix Pulitzer, quand même. Ah oui. Persepolis, c'est autobiographique aussi. C'est Marjane Satrapi qui raconte l'Iran, sa jeunesse. Que vous avez peut-être vu, si pas lu, vous l'avez peut-être au moins vu en long métrage d'animation. Ça a été adapté par Marjane elle-même et par Vincent Paronneau, connu sous le nom de Winchlus dans la bande dessinée. Et tu parlais de California Dreaming de Pénélope Bagieux. C'était un peu l'avant-culotté, c'était une version longue du destin de la chanteuse de The Mamas and the Papas, qu'on va découvrir enfant et qu'on va voir comment elle est arrivée dans ce groupe et finalement rajouter ce supplément d'âme qui fait que notamment cette chanson que tu vas nous chanter immédiatement Oui, tout à fait. est devenue culte. Et tu fais les chœurs, Caroline. donc voilà, c'est vrai que la bande dessinée, ça peut aussi donc impacter aussi notre curiosité, nos vies, nos envies. Moi, ce qui m'intéresse justement aussi, toi, dans L'homme le plus flippé du monde, tu te racontes toi beaucoup, mais justement, est-ce que c'est que toi que tu racontes quand tu prends la parole? C'est-à-dire, est-ce que tu t'inspires aussi un pote qui te raconte un soir, il m'est arrivé un truc, et tu dis, c'est pas mal, ça, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je vais me l'approprier le temps d'une petite BD? Non, alors non, je fais pas ça du coup parce que ça m'est pas arrivé, ça m'est jamais arrivé parce que c'est pas, enfin, ça me semble pas logique dans le sens où dans le processus, je pars vraiment de pensée. Du coup, ou alors faudrait qu'il me détaille vraiment très précisément les pensées, mais je pense que en l'occurrence, je pourrais le faire, mais du coup, j'illustrerais vraiment l'histoire de son point de vue à lui. Mais ouais, non, pour le coup, moi, je pars vraiment de mes propres. En fait, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai un truc de notes sur mon téléphone et je note. D'ailleurs, parfois, je me souviens plus de ce que je voulais, parce que je note quelques mots et en fait, des fois, ça veut plus rien dire au bout de quelques jours. Mais en gros, ouais, j'essaye de noter mon quotidien en permanence. Genre, je note toutes les émotions que je ressens un petit peu au fur et à mesure. Donc, par exemple, si j'ai eu, je sais pas, si j'ai été stressé dans le train, je vais noter pourquoi. Voilà, donc je fais une prise de notes d'abord, et après j'essaye le plus rapidement possible de le retranscrire en BD, parce qu'en fait, plus c'est retranscrit rapidement, plus c'est proche de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et justement, c'est pour avoir vraiment l'aspect un peu réaliste, entre guillemets. Et pour revenir à la question, non, je réfléchis surtout à essayer de faire en sorte que ça puisse. Dans L'homme le plus flippé du monde, j'essaye que ça puisse quand même parler aux lecteurs et aux lectrices. Et pour ça, j'essaye quand même de capter des choses. Quand je discute, par exemple, pour revenir à ce que tu disais, quand je discute avec des amis, j'essaie de voir ce qui, eux, leur parle ou pas, ou ce qu'ils ont en commun avec moi. Parce que là, pour le coup, c'est une BD quand même qui a une volonté d'être quand même grand public, entre guillemets, et de parler aux gens. Donc, ouais, j'essaye quand même d'avoir à la fois d'être au plus proche de mes émotions, et en même temps de trier un petit peu des choses qui me semblent être des choses qui peuvent parler aux gens et leur rappeler des souvenirs, leur évoquer des souvenirs. Donc c'est des morceaux choisis, mais c'est pas l'autofiction ce que tu nous expliques, c'est que... Ah oui, non, c'est vraiment de la pure autobio, ouais. Okay. Il y a certains épisodes qui sont vraiment tels quels se sont passés comme... Enfin, évidemment, il y a toujours un point de vue... La scène de la douche, là, c'était vraiment... Ouais, par exemple, ça, ouais. Ça, c'est un truc... Enfin, pour le coup, c'est pas très... disons que c'est un basique de se poser des questions sous la douche, donc c'est pas très impressionnant. Mais il y a des épisodes que j'ai quasiment tel quel dans la vie, et je me dis, c'est facile la BD en fait. Mais non, de temps en temps. Après, plus ça avance, plus j'essaye de trouver des moyens de trouver des petites métaphores pour représenter des personnages, pour que ça soit plus... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai remarqué avec le temps,
c'est que parfois, en détournant quelque chose, c'est-à-dire par exemple en utilisant une métaphore pour représenter par exemple la peur de parler avec les gens, donc par exemple on va dire de représenter un personnage qui susurre des trucs à l'oreille du personnage pour lui dire qu'il s'est mal comporté ou il a été insolent ou je sais pas. Ce genre de petits tricks de scénario, en fait, ça rend, enfin, selon moi, ça rend plus réaliste la situation, alors que évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, ça exagère la situation du fait qu'on utilise une métaphore. C'est un petit peu comme les smileys. Les smileys, plus c'est simple, plus l'expression est claire, et plus on dessine réaliste, plus c'est dur de retranscrire une émotion. Bah, c'est un petit peu, je trouve, la même chose dans l'autobio. Je trouve que, enfin, personnellement, j'ai l'impression que plus on utilise des subterfuges pour créer une métaphore, plus ça devient réaliste au niveau de l'émotion qu'on ressent en lisant. Voilà. Et toi, Caro, justement, qui fait aussi de l'autobiographie, est-ce que toi, tu fais un peu d'autofiction? Est-ce que tu te sers aussi un peu des histoires des autres en te les appropriant? Ou non, c'est un peu la même démarche que Théo? Mais si je me sers des histoires des autres, je dessine les autres. Oui, tu ne te l'appropries pas. Non. Mais oui, 90% de mon boulot, quand je parle de moi, c'est... Enfin, non, en fait, dès que je parle de moi, ça m'est arrivé. Je n'invente rien, je déforme un peu, j'accentue un peu. Mais non, à chaque fois, tout est arrivé. Et spécialement, tu sais, dans les petits carnets que je fais, carnets d'aventures ordinaires, où donc là, c'est vraiment... c'était les dessins que j'avais publiés dans mon blog du temps où on avait un blog. Et dont on a fait un album avec des albums avec Delcourt. Et ça, c'est vraiment que des trucs qui me sont arrivés dans la vie. Donc c'est traité par thème. Donc il y a l'homme, tout ce qui concerne mon homme. Donc tout ça, ce ne sont que des bêtises ou des saloperies qu'il a sorties. Il y a la loose, ce sont que des looses qui me sont arrivées, mais pour de vrai. Et il y a quoi? Les potes. Les potes, c'est toutes les bêtises ou tous les ratés de mes copains, et c'est tristement universel. Donc c'est pour ça que c'est carnet d'aventures ordinaires, c'est que ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'en général, les gens me disent ah, c'est tellement ça, on s'y retrouve, etc. Mais c'est des choses qui me sont arrivées. Et comme toi, Théo, j'ai aussi... Alors avant, j'avais plein de petits carnets par thème. Et maintenant, effectivement, c'est des notes dans mon téléphone. Et j'ai des notes. Et dès qu'il m'arrive un truc, je me dis oh, trop bien, ça va me faire une page. Donc voilà. Donc là, si on te voit sortir ton téléphone pendant la conférence, c'est bon signe. C'est que vous aurez été bon et que ça va me faire une page. En général, c'est plutôt mauvais signe quand on sort le carnet. Enfin, moi, personnellement, c'est... Non, c'est bien. C'est que tu as eu une grosse loose et qu'il s'est passé un truc nul, mais pour toi, après, c'est bien. Il faut le tourner comme ça. Il faut le voir comme ça. Sinon, après, tu fais une BD sur la dépression. Théo, je reste un petit peu avec toi dans ton prochain album, donc L'œil du cyclone, qui sera édité aux éditions exemplaires en fin d'année, ou il est un peu plus tard? C'est ça, il est en fin d'année. Décembre. Donc effectivement, tu racontes une histoire amoureuse que tu vis, que tu as vécue. Tu le disais déjà un petit peu, tu répondais déjà un peu à cette question tout à l'heure, en disant que tu lui demandais pas son autorisation au départ avant de parler d'elle. Ah si, je lui ai demandé son autorisation, mais... Non, mais ce que je veux dire, avant chaque histoire, tu lui soumets pas le scénario. Quand c'est fait, quel droit de regard elle a Bah, je lui avais quand même demandé, enfin j'en avais quand même discuté avec elle avant, j'ai pas senti le truc nulle part, mais disons que j'en avais discuté avec elle et je pense que enfin après, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait... faut quand même se dire que c'est jamais ça reste même si c'est de l'autobio, c'est une forme de fiction parce qu'on décide de choisir certains instants, de montrer certaines choses, de prendre tel point de vue, etc. Du coup on représente jamais exactement la réalité telle que enfin de toute façon la réalité elle est différente pour chaque personne qui a vécu la scène en question, mais du coup je pense qu'elle considère que c'est un personnage d'une certaine façon, et moi aussi je considère que c'est un personnage, même si c'est une retranscription de la réalité, de mon point de vue. Et donc je lui demande pas à chaque fois, genre à chaque cas, je lui demande pas est-ce que c'est validé et tout, parce que du coup si elle me donnait son point de vue, ça deviendrait sa bande dessinée, du coup, et je pourrais, je serais un peu un escroc, quoi. Oui, en plus elle fait de la BD. Et donc, ce qui serait intéressant, pour le coup, ça serait qu'elle fasse... Enfin, j'aimerais bien d'ailleurs je trouverais ça intéressant qu'elle fasse son point de vue
de son point de vue, ça serait marrant d'avoir les points de vue croisés. Mais en l'occurrence, si je lui demandais son avis à chaque fois... Si elle nous écoute, ça, voilà. elle le sait déjà que j'aimerais bien, bon, après elle fait ce qu'elle veut. Mais oui, en fait, je pense qu'il faut... Si je lui demandais son avis trop souvent, ça deviendrait plus mon point de vue, en fait. Donc voilà. Mais bon, je sais que je lui fais lire chaque épisode et je lui demande si ça reste quand même... voilà, si ça reste après, elle est assez poker face tout le temps. Donc c'est difficile de savoir son avis, mais je pense qu'elle est contente. Mais j'essaie de pas trop... Enfin voilà, on reste assez... voilà, je lui fais lire et elle me donne son avis, et puis après... Mais c'est très succinct, en fait. Ouais. Elle t'a jamais censuré d'histoire ou de passage? Non. Mais après, en fait, c'est des histoires qui sont quand même... comment dire? C'est assez flou, en fait. Ça parle vraiment des sentiments qu'on ressent à ce moment-là, mais il n'y a pas de détails de où ça s'est passé, de comment ça s'est passé. Je reste assez distant, donc... il n'y a rien qui puisse être... D'ailleurs, le personnage n'a même pas de nom dans la BD, en fait. On ne connaît pas son nom, on connaît pas... C'est presque des... Comment dire, c'est un peu des marionnettes, entre guillemets. Enfin, c'est des personnages qui n'ont pas volonté, ça n'a pas volonté d'être précis. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter pour elle. Et toi, Caro, tu as fait donc 2 albums sur l'homme, qui est donc ton homme, ton mari. Ouais. Et Raph, puisque lui, il a un nom, il dit quelque chose, il a le droit de dire quelque chose, voire plus ça l'embête, plus ça t'amuse ou... Il a évidemment le droit de dire quelque chose. Comme toi, je lui ai demandé si on pouvait rigoler un peu en public. Je lui montre pas forcément. Je sais ce qu'il faut pas que je dise aussi. Je sais à peu près où il faut que je m'arrête. Est-ce que tu veux nous dire là ce que tu n'as pas le droit de dire C'est le volume 3. Mais je sais que pour le dernier, il l'a lu une fois sorti. Et il m'a dit, mais ça, je ne l'ai jamais dit. Je dis, si, tu l'as dit. Donc, on s'est battu sur plusieurs pages et il maintient que ça, ce n'est jamais arrivé, alors que moi, je suis persuadée que c'est arrivé puisque je l'ai noté. Et voilà, c'est des choses comme ça. Mais seulement, il n'a pas pris la peine de le lire avant. Parce que je lui envoie quand même le PDF final. Et je sais pas. Mais c'est comme pour mes enfants, ils s'en fichent, ils sont dans mes BD, mais ils lisent pas mes livres. Je n'ai aucun intérêt, en fait, dans ma famille. Ce sont les héros de mes livres et tout, mais tout le monde s'en fiche. Donc, et après, ils découvrent ça une fois que c'est imprimé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah oui. Et justement, dans tes BD, donc, tu parles de toi, ta famille et les amis, effectivement. Mais ceux qui ne sont pas les personnages de tes bandes dessinées, effectivement, on peut avoir, nous, l'impression de se reconnaître. On en parlait déjà un petit peu aussi tout à l'heure. Comment t'expliques cette... Il y a une forme d'universalité, tu penses, dans les situations, dans tout ça? Oui, je suis banale, quoi. Justement, je raconte pas d'histoire de super-héros dans des navettes spatiales. Je raconte la vie de tous les jours, en général. Et ma vie ressemble dramatiquement à celle des autres, quoi. Surtout... J'aime bien mettre en avant ce que j'appelle mes looses, mes failles, mes catastrophes. Et tu penses que ça nous rassure en tant que lecteur aussi? Ça vous fait beaucoup de bien. En général, ça vous fait beaucoup de bien. Et puis vous vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls à faire ce genre de nullité, quoi. Mais parce que j'aurais beaucoup de mal à faire un dessin où je me mets en avant. C'est pas ma personnalité. Voilà. C'est comme sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui posent des photos d'eux où ils sont très beaux, très bien mis en valeur, très machin. Moi, j'en suis incapable. C'est quelqu'un, une fois, qui m'a fait remarquer que je postais jamais de photos de moi. Donc là, j'essaye un peu parce que ça m'a souvent été reproché, je sais pas pourquoi. Mais les gens aiment bien voir les visages maintenant avec les réseaux. Mais voilà, moi, je préfère montrer mes looses parce que c'est plus drôle, tout simplement. Et puis voilà. Je sais même pas la question, en fait. La question, c'était pourquoi, selon toi, les gens se reconnaissent alors que c'est pas leur histoire, mais la tienne? Ah oui. Oui, parce que on vous a tous demandé un truc sur Skype alors que vous étiez en t-shirt dégueulasse. J'imagine, non? Bon. Levez la main, ceux qui ont vécu ça. Aïe, aïe. Effectivement. Mathieu, on revient vers toi.
on revient vers toi sur le fait de raconter effectivement, donc cette fois-ci non plus de l'autobiographie, mais effectivement du biopic. Et finalement, est-ce que raconter une biographie, c'est donc de la grande histoire, comme tu disais, il y a des dates, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais quelle est la part de réel et de fiction dans des projets comme ça? Qu'est-ce que vous autorisez? Juste pour l'anecdote, ceux qui étaient là à la table ronde de ce matin, Madeleine Riffaut, éco-scénariste avec Jean-David Morvan de Madeleine Résistante. Et Jean-David a expliqué que même si c'est son histoire vraie, elle, qu'elle est toujours en vie et qu'évidemment elle valide tout, ils se sont autorisés une scène quand ils étaient dans un sanatorium et ils sont allés en forêt, elle et l'homme dont elle était prise à ce moment-là. Et en fait, cette scène n'est jamais arrivée en vrai. Et Madeleine en était tout aussi consciente. Elle a dit oui, mais ça aurait pu m'arriver. Et ça va très bien dans l'histoire. Est-ce que, effectivement, quand on raconte l'histoire vraie, comme ici, l'histoire de Charlotte, impératrice, est-ce qu'il y a une vraie... Enfin, quelle est la part de liberté et quelle est la part de... Non, là, on ne peut pas s'autoriser, il y a une conscience historique. Alors, tu te demandes qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est de la fiction. Surtout si vous autorisez, finalement... Non, mais voilà. En fait, moi, je ne mettrais pas fiction... C'est de l'interprétation, c'est de la projection mentale, c'est une émotion personnelle, une façon de projeter le lecteur ou nous-mêmes dans cette époque. Ce qui est réel, c'est les dates, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on sait qui s'est passé, puis il y a tout ce qu'on ne sait pas. Donc, c'est écrit comme une fiction, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on écrit avec des faits historiques, on devient didactique, on est super ennuyeux. Quand on écrit comme une fiction, en fait, on enlève tout ce qui nous saoule, on enlève les plans. C'est un choix de point de vue. Il y a aussi un truc, c'est que quand on fait l'histoire, un livre d'histoire, on prend l'histoire avec le grand H, là, et on n'a pas de point de vue. On a des dates, on a des lieux, on s'en fiche. Et par contre, quand on choisit un point de vue, je dirais que, par exemple, quand j'écris une fiction, voilà, je fais une aventure, bon, ben, il faut que j'ai un fil rouge. Donc je cherche mon fil rouge. Une fois que j'ai mon fil rouge, je m'y accroche parce que c'est ça qui va guider. Mais la grande histoire, elle propose plein de fils rouges. On peut choisir... Enfin, je veux dire, il y a combien de personnes qui pourraient raconter la même histoire? Autant qu'il y a d'auteurs. Je veux dire, Donc là, il a fallu choisir le fil rouge. Le fil rouge, c'était elle et son point de vue. Donc sur les bouquins qu'on a fait et ceux qui viennent, il y a 90% des planches où il y a soit elle est dans la pièce, soit on voit ce qu'elle voit. Carrément, on utilise beaucoup le plan subjectif. Donc je dirais pas que... Et ça peut pas forcément être vraiment la fiction, parce que c'est pas complètement inventé. On s'appuie sur des choses. Donc... c'est dégager des espaces d'interprétation, des espaces de liberté. Et c'est vrai que dans cette histoire, il y a plein de choses qui sont peut-être fausses ou qui sont peut-être pas arrivées. Mais je pense qu'en fait, ça donne un supplément d'empathie. Ça nous permet d'être vraiment sur place, vraiment à cette époque. Et je pense qu'en faisant ça, on est effectivement plus juste et plus réel. Ça m'est arrivé dans certains projets de m'appuyer sur des faits réels et puis de m'en écarter. Et des fois, c'est la partie où je m'en écarte qui s'avère être un autre fait historique, mais qui a été réinventé. C'est assez bizarre ce jeu avec la réalité et l'imaginaire. Il y a plein de portes qui s'ouvrent, qui se ferment, qui communiquent. Et voilà, il y a ça dans cette histoire. Nous, ce qu'on voulait pas, c'était faire un biopic super détaillé ou un livre d'histoire super détaillé. On fuit tous ces plans-là. Tous les plans trop déjà vus, avec genre la vue du château, il faut dessiner toutes les fenêtres. Ça, c'est le truc. Moi, en tant que dessinateur, j'en ai une peur bleue. Je sais que je vais passer une semaine à faire une case, en fait, finalement assez chiante. Et le scénariste, il dit, mais attends, ils sont où tes personnages? Ah, la bulle, on suit la flèche, on voit un point, c'est lui. En fait, on est complètement... Donc, cette illustration où j'aurais passé voilà, une semaine de boulot, en fait, déjà, on la jette. Et on va se mettre avec les personnages et on va voir ce qu'ils voient. Donc ça va être beaucoup plus simple en fait à dessiner en plus, mais ce sera plus touchant et puis ça donnera du sens au dialogue aussi. Donc on essaye comme ça que ces codes utilisés de façon un peu, je dirais, comme un réflexe pour la BD historique, ou même dans le ton du biopic, des fois il y a une façon de raconter les choses en disant il est né à telle heure, etc. Enfin, je veux dire, c'est la différence voilà, entre la fiche Wikipédia. Alors là, n'importe qui peut raconter aller voir l'histoire de Charlotte sur Wikipédia, de A à Z, aller raconter. Mais nous, il nous semble que une fois qu'on a lu ça, finalement, ça n'a pas forcément enlevé de l'intérêt à notre BD, parce que ce qu'on raconte,
c'est comment nous on le vit de l'intérieur. Voilà. Très bien, et ça m'amène justement à la suite aussi, parce que dans tes bandes dessinées, on voyage aussi beaucoup. Donc tu parlais d'Esteban tout à l'heure, c'est lui, c'est notre jeune baleinier. Avec le marquis d'Anaon, on a été en Égypte. De mémoire d'ailleurs, tu y avais été pour de vrai, avant de faire cet album. C'est pas très loin en même temps. Ça va, ça se gère, mais non, mais c'est pas rien. Mais tu as aussi été beaucoup dans l'histoire, le marquis d'Anaon, donc on est au 18e, on parlait de la de Charlotte à l'instant. Pour toi, c'est plus simple quand il y a un cadre historique géographique réel, ou finalement, un peu un Messire Guillaume, on ne sait pas réellement quand est-ce que ça se passe, c'est médiéval, mais en même temps, il y a du fantastique, mythologique qui vient s'intégrer. Quel est le plus confortable finalement pour toi? Est-ce que c'est d'avoir des documents et te baser là-dessus, ou au contraire te dire, un peu comme tu disais, j'ai pas envie de dessiner un château, donc je fais autrement? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, quand il faut raconter mon quotidien et ma vie de tous les jours, en fait, j'en suis incapable et je m'ennuie. Alors, j'ai peut-être pas une vie très folle, j'ai peut-être des choses aussi dans ma vie, comme tout le monde, j'ai une vie avec des accidents et des difficultés, et en fait, c'est trop intime pour que je le raconte, peut-être simplement. Donc en fait, pour moi, la bande dessinée, ça a été toujours une fenêtre vers l'évasion. Que ce soit une évasion le voyage, ou l'aventure, ou un voyage dans le temps. Et j'ai toujours... moi, ce qui m'intéresse le matin, c'est d'aller à mon atelier et puis de dessiner des choses. En plus, je serais incapable de dessiner les bagnoles. Enfin, je veux dire, c'est un cauchemar pour moi de dessiner une voiture ou un immeuble. C'est un enfer. Donc, en fait, ce que j'aime, moi, c'est dessiner ce qui est organique, ce qui me fait voyager dans mon imaginaire, dans mon émotion. Et puis, cette façon de se projeter, au final, je vais quand même mettre dans mes personnages beaucoup de moi. Je veux dire, ce petit gars sur sa barque là, c'est un des personnages les plus intimes qui soit que j'ai pu mettre en scène. Et chaque fois que je le vois, c'est comme si je voyais quelqu'un de ma famille, quoi. Donc c'est quelqu'un de très proche. Alors, ce voyage, voilà, c'est l'évasion. Je me rappelle plus le début de la question. En fait, c'était à quel point c'était plus simple pour toi de te baser sur des géographies et de l'histoire, alors, ou au contraire d'avoir une part de liberté totale? Oui, c'est ça, c'est plus simple. Même quand c'est historique, c'est plus simple. Alors, j'ai quelques... Mais c'est aussi parce que c'est plus moi, tout simplement, en fait. C'est pour ça que je fais de la bande dessinée, c'est pour ce genre de récit, pour partir loin, quoi. Bon, tu vois, tu dis que tu lis pas de bande dessinée, mais tu adores les récits de montagne, de voyage. Faut que tu prennes les albums de Mathieu tout de suite après, oui, tout de suite en sortant là. C'est drôlement beau. Et j'ai une question, c'est toi qui fais tes couleurs? Sur cette image, oui. Sur celle qu'on voit là, oui, parce que c'est des illustrations. Dans les albums, parce que c'est pas toujours le cas. Ça m'arrive, mais pas toujours. Parce que c'est rudement beau. Ah ben merci, c'est gentil. Je me disais, si en plus il fait ses couleurs, il est trop fort. Merci beaucoup. Caron, je rebondis vers toi, on revient un petit peu à la bande dessinée. Puis justement, tu dis que tu n'en lis pas. Ou très peu. Hein, je sais que tu en lis un peu quand même. Pourtant, tu dis que tu en fais depuis que tu as 3-4 ans, que c'est quelque chose qui fait quand même partie de toi. Et que donc assez naturellement, tu as voulu déclencher, mais sans forcément que tu aies été éduqué à ça. Tu veux nous raconter un petit peu finalement cette première bande dessinée, comment elle est arrivée, quel était le point de départ? La toute première, en fait, comme j'ai toujours tenu ma vie en bande dessinée, et quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu très logiquement faire un petit album pour l'enfant à venir, mon fils, ma fille, et donc je tenais jour par jour le journal de ma grossesse, sans penser à un seul moment que je n'ai pas aimé être enceinte, en fait. Et le bouquin que je voulais super léger, super génial, regarde mon enfant comment c'était quand je t'attendais et tout, en fait ça se terminait en je suis grosse, je vomis, c'est l'enfer, j'ai mal partout. Et en plus quand je dis que j'aime pas ça, je me fais incendier. Et voilà. Et quand j'ai fait lire ça à 2-3 copines qui avaient eu aussi des enfants et qui effectivement m'ont avoué qu'elles n'avaient pas aimé être enceintes, parce que c'est pas une chose qui s'avouait à l'époque, c'était il y a 20 ans. Je me suis dit, alors donc on est déjà 4 à pas avoir aimé être enceinte, ça ne se dit pas, c'était il y a 20 ans. Il y a peut-être moyen que ça touche d'autres gens, d'autres filles, et que donc elles se sentent moins seules dans cette galère de grossesse, parce qu'il y a des femmes hyper épanouies, puis il y en a d'autres non. Et voilà, et c'est là qu'on m'a dit, mais non, ça n'intéresse personne, la maternité, ça se vendra jamais. Bon, voilà.
Et donc, tu as arrêté ta carrière à ce Et moment-là. donc j'ai tout qu'est-ce que tu fais là, du coup arrêté. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi il y a eu un album? Et ben parce que j'étais sûre qu'il fallait que je le sorte, parce que ça m'énervait encore ce discours où la femme devait continuer à être heureuse enceinte. Et heureusement, Florence Foresti a fait son spectacle, je sais plus comment il s'appelait, sur la maternité, où elle aussi elle disait que c'était un petit peu galère. Et du coup, ben tiens, on s'est rendu compte que ça marchait, et un éditeur a bien voulu me publier, et puis après ainsi de suite, quoi. Mais tous mes albums, c'est le même principe. Si ça m'arrive à moi, c'est que ça doit arriver aux autres. Et si ça m'arrive à moi, peut-être que les autres à qui ça arrive, eh ben, ils se sentiront mieux en sachant qu'ils ne sont pas seuls. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Donc, Non, mais voilà, donc quoi. il n'y a pas de calcul de ta part. Tu t'es pas dit, je veux faire Ah non, autrice non. de bande dessinée. Ah ben si, j'ai T'as voulu toujours raconter, voulu. oui, mais dans un rêve, dans un coin de ta tête. Oui, mais voilà. c'était pas un objectif premier. D'ailleurs, tu étais graphiste Oui. à ce oui, moment-là. oui. À la Et donc, base, je suis c'était un graphiste. journal que tu tenais pour toi. au Ah début. oui, 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 Pour moi, toi, oui, l'enfant à absolument. venir, pour pouvoir Ouais, lui ouais. raconter. Ouais, ouais. Et puis finalement, ça peut toucher d'autres personnes. Ben, Et d'ailleurs, voilà. pour l'anecdote, moi, j'ai pas été enceinte de ma fille, mais j'ai reconnu beaucoup des situations que tu as vécues, toi, Ah ben voilà. à ce moment-là. Et alors que moi, j'étais avec un regard de père. Donc c'est Ouais. vrai que ce que tu dis, et j'aurais pas aimé être enceinte non plus, je crois. Non. Mais j'avais l'impression qu'on avait vécu des moments assez Ben similaires. oui. Donc c'est vrai que Et c'est- puis tu vois, tous les éditeurs qui m'ont refusé, ça fait, je sais pas, 15 ans peut-être qu'il est sorti maintenant cet album, et ils en vendent toujours. Non. Et le premier album, donc c'était Enceinte, tu l'as Oui. d'abord auto-édité, c'est Oui, ça? je l'ai d'abord auto-édité. Je me suis dit, bon, bah allez, on va essayer. Puis je le déposais dans les librairies et tout. Et j'en avais vendu 500. Je me disais, mais mince, 500, c'est quand même pas nul. Donc j'allais voir les éditeurs et tout. Mais non, en fait, j'allais pas les voir parce que j'étais déjà arrivée ici et les éditeurs sont à Paris. Donc je les envoyais, mais vous les envoyez, les mecs ils lisent pas forcément. Puis les éditeurs, faut bien dire, enfin surtout il y a donc 20 ans, allez, 18-19 ans, c'était principalement des hommes. Maintenant il y a de plus en plus de femmes. C'est bien un homme qui t'a édité, Ah oui, oui. du coup. Oui, oui. Et donc un petit éditeur qui faisait pas de bande dessinée, Oui. qui s'est dit tiens, mais celle-là je veux la faire. Ouais. Et puis bon, bah, l'histoire a fait que finalement c'est les éditions Delcourt. Oui, après je Quelques suis années allée, plus tard. voilà. Donc il y a eu 3 éditeurs, toi, Oui. City Édition et désormais Delcourt pour ce Ouais. premier album. Donc finalement, Ouais. Absolument. c'était pas prévu, mais Bah non, mais en fait quand j'ai sorti mon album, quand j'ai voulu faire mon album sur la dépression, qui était pour le coup le plus important pour moi, je me suis dit je vais pas rester chez City parce que c'était un éditeur qui effectivement publiait mon album, mais alors après il y avait rien. Il n'y avait pas de presse, donc personne ne savait que mon album était sorti. Pour les dédicaces, c'est moi qui devais souvent acheter mon album chez tous les libraires du quartier pour arriver dans un pauvre café pour dédicacer, parce que c'est moi qui trouvais aussi mes dates. Enfin, c'était la galère, et je me suis dit, bah non, si je sors ma BD sur la dépression, j'aimerais bien qu'il y ait un peu autre chose derrière et qu'on sache que cet album est sorti. Donc je suis allée taper chez Delcourt. Et après, ils ont racheté mes 3 premiers albums, ouais. Donc tout est chez Delcourt maintenant. Enfin, la plupart. J'en ai un peu fait ailleurs, mais la plupart l'essentiel, des albums effectivement. ouais, sont chez Delcourt. Et donc c'est vrai que c'est une histoire qui est pas banale pour l'édition, mais dans les histoires pas banales, il y a aussi la tienne, Théo, puisque l'homme le plus flippé du monde, donc tu l'as d'abord fait, tu le disais, il y a une mise à jour d'Instagram, tu dis tiens, c'est un bon outil pour raconter en bande dessinée, et puis bah, Delcourt, le même éditeur, s'est dit bah tiens, on pourra en faire une bande dessinée papier, et depuis, ça fait 2 mois et demi, 3 mois, maintenant, il y a une série animée qui a été faite et diffusée sur Canal+. Donc, on pourrait appeler ça une success story, mais est-ce que c'est pas un peu flippant aussi, finalement, d'avoir fait quelque chose dans ton coin pour le plaisir, d'avoir envie de raconter, puis que d'un coup, ça finisse sur les écrans de télé de tout le monde? Ouais, bah surtout que, en l'occurrence sur la série, je voulais réaliser la série avec, enfin la co-réaliser avec Moti, qui est un ami d'enfance, qui fait de l'anime. Et en fait là pour le coup c'était pas du tout mon domaine, je connaissais pas très bien. Enfin j'avais fait un peu d'anime à l'école, mais c'était pas suffisant pour ce rôle. Et ouais donc c'était plus, bah en fait non comme les retours sont quand même globalement très positifs sur la BD et sur un peu tout ce que j'ai jusque-là, ça m'a quand même mis en confiance en fait plus qu'autre chose en réalité. Ça m'a pas trop, enfin
il y a toujours un moment où je vais lire, je vais chercher le commentaire négatif du truc et ça va me dire qu'il faut que j'arrête tout, voilà, tout de suite. Mais globalement, je suis plutôt mis en confiance parce qu'en fait, je suis encore en train de me dire, mais enfin, c'est bizarre que me pose des questions sur des trucs, voilà, enfin, ça me paraît toujours étrange aujourd'hui, donc finalement, non, ça m'a plutôt mis en confiance. Après, sur la série, j'avais surtout peur d'être dans un milieu que je connaissais pas, d'autant plus que dans l'animation, en fait, c'est quelque chose qui est assez craint par les animateurs et animatrices qui bossent sur les dessins animés. C'est que, en fait, quand il y a un réal qui débarque de la BD, il se rend pas du tout compte de ce qui est faisable et pas faisable dans ce milieu-là. Et du coup, parfois, ça peut être assez insupportable parce qu'il a une idée de quelque chose et puis en fait, c'est compliqué techniquement ou le budget colle pas. Et du coup, ça peut vite devenir infernal, quoi, au niveau de l'organisation et tout. Mais moi, dans mon cas, c'est pour cette raison que je m'étais entouré de personnes qui étaient déjà dans ce milieu-là. Mais en fait, ouais, je me suis un peu lancé sans trop me poser de questions. En fait, juste à la base, il y avait déjà eu des propositions qui avaient été faites à mon éditeur de l'adapter. Mais par contre, c'était des gens qui prenaient le projet et qui en faisaient ce qu'ils voulaient. Et moi, je vendais juste les droits. Et ça me faisait très bizarre parce que du coup, vu que c'est vraiment de l'autobio, le fait de voir quelqu'un qui adapte ma vie entre guillemets déjà ça me paraît bizarre à la base ce principe-là d'adapter ma vie dans une BD dans un dessin animé pardon mais en l'occurrence si c'était pas moi qui le faisais ça me faisait vraiment bizarre quoi donc j'avais refusé jusqu'à ce que en l'occurrence là c'était Kian Kojandi qui a produit la série me propose et lui il avait cette expérience de faire des choses lui-même vraiment entre guillemets avec bref il avait fait ça qu'aujourd'hui c'est bref oui voilà bref et entre autres et puis tout ce qu'il avait produit jusque-là c'était des séries pas forcément de dessins animés enfin d'ailleurs c'est son premier dessin animé donc c'était du live mais c'était toujours des choses qui étaient faites par des personnes c'était quelque chose de très intime à chaque fois et donc moi ça me convenait bien et donc en fait ça s'est fait de manière que c'était pas si stressant que ça. Puis de toute façon après en fait ce que je me dis toujours c'est qu'en fait je me dis soit c'est nul et du coup plus tout le monde s'en fichera et du coup ça tombera dans l'oubli. Soit c'est bien ou après bon ça sauf cas particulier mais en fait il y a tellement de choses qui sortent tout le temps en permanence que moi j'ai pas trop peur de ça parce qu'en fait moi-même, je regarde des séries, je me trouve ça génial, et en fait, 2 mois plus tard, je me sens même plus quoi. Enfin, il y a trop de trucs qui sortent tout le temps. Il y a un côté à la fois angoissant, parce que du coup, on a l'impression que c'est un peu le destin de toutes les œuvres d'être des espèces de production à la chaîne comme ça, de trucs. Même ça, même flipper, ça a été fait, puis ensuite c'est publié sur YouTube. On peut dire, les gens le regardent, ils s'en souviendront jamais. Au bout peut-être il y en a qui vont aimer ça, mais il y a un côté décomplexant, je trouve, de se dire bon bah en fait voilà c'est comme ça. Tu C'est un peu comme quelque chose de consommé. Et... Bah en fait c'est très triste, mais en même temps ça enlève une part d'angoisse, je trouve, dans mon cas. C'est important. Voilà. Et du coup, mais c'est vrai que c'est très angoissant aussi, parce que moi je me dis quel est le sens en fait, le sens de faire des choses et qu'en fait ça soit voilà. Bon, c'est un peu badant ce que je dis, désolé. Non, Mais, c'est intéressant au contraire. Mais c'est quelque chose que je ressens et qui m'a décomplexé en tout cas sur la série. Surtout que c'est un petit format, donc c'est quelque chose qui est très vite regardé. Et voilà, je me suis, et je pense que dans la BD, il y a un peu ce sentiment-là aussi, mais en fait, voilà, il faut vivre avec. Parce que c'est vrai maintenant, il y a tellement de choses qui sortent en même temps, tout le temps, même en BD aussi. Peut-être, je sais pas combien il y a de sorties, je pense que tu dois avoir mieux que moi. 5300 moyenne par an. Voilà. Donc en moyenne, une centaine par semaine. C'est même un album qui a beaucoup de succès, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, moi je lis beaucoup de BD pour le coup, et il y a vraiment des fois je regarde ma bibli et je me dis ah mais ça c'était génial, je me souviens même plus quoi, je sais même plus ce que c'est alors que j'ai adoré quoi. Donc voilà, ça fait du bien et en même temps c'est très triste. Mais non, parce que ça se relie la bande dessinée, c'est justement ça l'intérêt aussi. Oui c'est vrai, mais quand il y en a beaucoup au bout d'un moment tu peux pas tout relire, tu vois, du coup c'est voilà, C'est flippant. mon avis. Très bien.
Caro, toi, si jamais quelqu'un te proposait d'adapter ta vie en série animée, en film, tu le prendrais comment? Bah, ça dépend de l'actrice. Oui, évidemment. Non, Tu veux mais qui? Tu veux qui? moi. Ah, bah voilà. Bah oui. Non, j'y ai jamais réfléchi, mais alors, vu que maintenant ma philosophie de vie, c'est prendre tout ce qui peut m'amuser ou être nouveau, je dirais oui. Bon, évidemment, avec certaines restrictions, je fais pas n'importe quoi et j'ai un droit de regard, mais... Et puis si jamais je peux mettre la main à la pâte, j'aimerais bien, parce que c'est nouveau, je connais pas et tout, donc je pense que je dirais oui, mais mon Sharon Stone. Eh oui. En plus, je pense qu'elle est dispo. Donc, Oui. parfait. Oui, ouais. Parfait. Donc là, en clair, c'est si ça t'amuse, Ouais. tu dis oui. Oui, voilà. Ok. Donc Ouais. on lance un appel là tout de suite. Oui, oh, bah oui. C'est ma philosophie de vie maintenant. Mathieu, l'implication est différente pour toi parce que toi, tu t'es jamais raconté en bande dessinée et tu nous as expliqué que tu n'avais pas prévu de le faire. Mais tu as par contre déjà connu ça, des achats de droits, des gens qui ont voulu adapter tes bandes dessinées? Ouais. Ah, je vais revenir sur ce que disait Théo parce que ça me Oui, fait je t'en marrer prie. parce que on lui demande si ça le fait flipper et en fait il dit pas tant que ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on fait ces métiers-là justement pour ça, pour se soigner, pour se calmer nos névroses, nos angoisses. Et c'est vrai que plus les années passent, les névroses sont toujours là, mais c'est comme si on arrivait avec le temps à un peu les apprivoiser. Et je me rappelle les angoisses du début et celles que j'ai maintenant qui sont différentes. Il y a quand même plein de trucs à apaiser. Et bon, être artiste, finalement, déjà pour soi, je trouve que c'est assez utile. Après, pour revenir à tes histoires de rachat de droits, moi j'ai un dessin qui est sans doute des histoires qui sont visiblement assez compliquées à adapter. J'ai jamais eu trop de propositions. Une fois, j'ai fait un album avec Lewis Trondheim qui se passait, qui était contemporain, ça s'appelait l'Omni Visibilis. C'était l'histoire d'un gars qui vit dans Paris et puis il se rend compte un jour que tout le monde voit ce qu'il voit. Et donc ça faisait un espèce de jeu comme ça, sur le point de vue. C'était à l'époque où il y avait le gros boom des réseaux sociaux. Et donc c'était un peu dans l'air du temps et il y a eu des propositions. Les gens mettent des options, ils tentent le truc, puis ça foire, puis voilà. Puis on relance l'option. Un jour, il y a quelqu'un d'autre qui met une option, puis bon, voilà. Donc c'est tout ce qui m'est arrivé. Mais c'est vrai que moi, je suis un grand admirateur de certaines écoles de dessin animé, comme évidemment celle des vieux Walt Disney ou de Miyazaki, et que je me dis que certains de mes récits pourraient tout à fait faire des très bons films, évidemment. Mais j'aurais envie, à ce moment-là, de lancer moi-même un projet d'animation. Sauf que c'est pas mon métier. Et j'ai vu plein de gens autour de moi se casser les dents à faire ça. Et en fait, je suis très bien dans la bande dessinée. Mais j'aimerais bien un jour. Mais en fait, ça se fera pas tout seul. Il faut vraiment que j'impulse un gros mouvement pour ça. Mais ça me plairait vachement. Mais je me vois en long métrage animé. Alors que c'est des histoires réalistes, on pourrait très bien mettre des acteurs. Mais bon, jusqu'à présent, j'ai trouvé que les bandes dessinées adaptées au cinéma avec des acteurs, il y a quand même un gros taux de perte. Je trouve que c'est pas terrible. Mais en dessin animé, même pour adultes, dessin animé pour adultes, je trouve qu'il y a des trucs extraordinaires qui ont été faits ces derniers temps, ne serait-ce que le Sommet des Dieux très récemment. Qui est diffusé ce soir à 21h dans le cadre de Sevrier BD. Qui est un pur chef-d'œuvre que je trouve profitez au-dessus de pour la aller bande voir. dessinée en ce qui me concerne. Mais plein d'autres trucs, quoi, comme La valse avec Bachir ou plein. Voilà, bon, bref, donc je trouve qu'en animation, il y a aujourd'hui des choses incroyables qui sont faites et bon, bah, évidemment, c'est un rêve. On verra, peut-être qu'il deviendra réalité, peut-être pas, on ne sait pas. Théo, tu voulais intervenir? Ah non, non, mais je disais juste que, enfin, je pense que ce qui est un peu perturbant aussi, c'est qu'en fait, en fait, quand on fait de la BD, généralement, c'est parce que, enfin, moi, je sais que je fais de la BD parce que depuis que je suis petit, je suis très conscient que j'aime bien travailler tout seul et que je suis pas très à l'aise à travailler avec les autres. Et du coup, c'était très logique en fait comme travail, comme futur. Et du coup, le fait de passer à l'animation, c'est vraiment très différent parce qu'on se retrouve d'un coup. Je sais que moi, c'est une des périodes de ma vie où j'ai été le plus angoissé, je pense, quand j'ai bossé sur Vivez, parce que c'était vraiment pour le coup, c'est de la gestion humaine permanente en fait, où il faut prendre des décisions qui vont impacter plein de personnes. Qui vont, si on décide, parce que moi je suis jamais très sûr de moi, donc si par exemple je dis ce personnage va avoir cette expression là, puis en fait ça fonctionne pas, ça fait genre 4 jours que les gens bossent dessus, c'est un petit peu problématique.
Donc ouais, c'est très stressant en fait. Je pense que moi j'ai adoré ça, mais vraiment c'est pas du tout le même métier quoi. C'est vraiment deux choses différentes. Il y en a un où c'est presque du sport d'équipe, et l'autre c'est vraiment un truc de dépressif chez soi qui bon, ouais, c'est deux choses très différentes. Du coup c'est vrai que je sais pas si moi enfin j'aimerais bien aussi retravailler dans l'anime, mais c'est vraiment c'est tellement différent en fait que c'est même pas comparable en fait je trouve en termes de façon de travailler quoi. Oui, moi j'oubliais. En fait, j'ai une BD qui a été achetée, dont on a vendu nos droits, La différence invisible, donc sur l'autisme, et elle est en train d'être adaptée en dessin animé au Japon. Et donc il faut que l'histoire, donc on a vendu les droits, mais il faut que l'histoire ressemble, etc. On a un droit de relecture, on va dire, mais les dessins sont faits par une artiste japonaise. Donc j'ai vu les premières images et ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Et c'est absolument génial de voir son histoire redessinée par une autre. En plus, elle a un style très japonais absolument magnifique, tellement supérieur au mien. Et c'est passionnant de découvrir, parce qu'elle se calque plus ou moins, mais en y mettant sa patte. Et c'est génial. C'est vraiment une expérience fabuleuse à vivre. Mais peut-être plus facile parce que c'était pas ton histoire. Oui, Julie, aussi, sûrement. Tu sais comment Ouais, elle ouais, aussi, sûrement. elle, Julie, elle n'a pas vu parce qu'elle faisait pas partie de la conf call qu'on a eue avec le Japon. Et, mais je lui ai montré les images. Mais Julie, à partir du moment où la BD est sortie, après, elle a laissé. Tu vois, elle a pris beaucoup de recul avec tout ça. Donc, c'est un peu si je suis d'accord, elle est d'accord. Donc, je suis d'accord. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je trouvais que c'est une belle histoire mais c'est aussi un coup de bol parce que si quelqu'un prend ton truc et fait à sa façon Ouais. en s'éloignant, tu pouvais aussi avoir la pire catastrophe. Oui, et en plus, je savais pas du tout Voilà. qui allait être choisi D'ailleurs, c'est et le génial. style de cette personne. Tant mieux. Après, je me suis dit, bon, c'est au Japon, c'est loin. Si vraiment c'est moche, puis je me suis dit, c'est au Japon quand même, ils dessinent bien là-bas, ça va être chouette. Et puis, ils ont une telle culture de l'animation que. Oui, c'est oui, incroyable. je risquais pas grand-chose. Mm. Mais ça n'a rien à voir. Mathieu, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Le dessin, il t'a accompagné, tu as l'impression que ça t'a permis pour toi-même, de manière un peu thérapeutique, exutoire. C'est quelque chose que vous ressentez tous les trois quand vous dessinez depuis le départ, presque j'ai envie de dire. C'est une façon pour vous aussi de vous libérer de certaines choses, c'est-à-dire pas forcément raconter pour qu'il y ait un lecteur en face, mais déjà pour vous-même. Bah, moi, dans mon cas, personnellement, ouais, ça m'a vraiment. J'ai un souvenir qui m'a marqué où c'était quand j'étais. Enfin, c'est quand je suis rentré en école de dessin. À un moment, c'est la première fois que que je dessinais un épisode qui parlait de. Enfin, un épisode. C'était pas un truc. C'était un blog sur lequel je postais des trucs, mais que personne ne lisait. Et et du coup, j'avais fait juste un épisode justement sur l'angoisse et tout, parce que c'était le moment où je découvrais ça. Enfin, je découvrais pas ça parce que ça fait longtemps que j'étais angoissé, mais c'est un moment où ça devenait un peu invivable. Et je m'en souviens que vraiment ça m'avait fait un bien, mais je pense que c'était vraiment physique, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant le truc, j'avais l'impression d'avoir ouais, ça fait. Bah, en fait, c'est normal parce qu'en fait, on prend du recul, on le détache de soi. En fait, on sort quelque chose de soi. Et en fait, aussi, il y a quelque chose de très méditatif dans le dessin parce qu'on est un peu hypnotisé par le mouvement voilà, comme ça, et ça fait du bien, même à l'esprit. Enfin, et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis. Enfin, quand on me demande des conseils entre guillemets, parce que je suis pas du tout agréé pour donner des conseils, mais le seul conseil que je peux donner, c'est de d'écrire ou de dessiner, même sans forcément avoir la volonté de le publier ou quoi, mais c'est hyper efficace. Et même si avec le temps ça s'atténue un petit peu pour moi dans mon cas, c'est-à-dire que maintenant je me pose beaucoup de questions aussi en dessinant et tout, et c'est une nouvelle source d'angoisse. Mais disons qu'il y a quand même cet aspect, ça calme directement, et en fait ouais, c'est cathartique, quoi. C'est vraiment c'est impressionnant, ouais. Enfin, moi dans mon cas c'est une expérience très positive, ouais, du dessin. T'as approché le micro, tu Oui, voulais- non, mais je suis d'accord évidemment avec Théo, parce que ça c'est un truc que je partage à fond. Mais c'est pas uniquement dans l'acte de dessiner. En fait, moi je me suis rendu compte quand j'étais petit, j'avais l'impression que j'existais pas. Il y avait pour plein de raisons.
autour de moi, raisons personnelles, familiales, etc. Je n'existais pas. Et en fait, c'est parce que je dessinais que j'avais l'impression d'exister. J'avais une preuve tangible que quelque chose de moi était sorti. Et ce truc-là, c'est évidemment, ça a créé ma passion, même mon besoin, c'est-à-dire mon besoin existentiel, vital de dessiner. Mais ce truc-là a évolué, donc les écoles d'art, les machins. Et puis après, c'est revenu avec le fait d'écrire. C'est-à-dire que le fait d'écrire, c'est encore un truc encore plus magique. C'est-à-dire que c'était dans ma tête, c'était un rêve, c'était un rien, c'était volatile, c'était peut-être même périssable, passager. Et puis ça existe et ça devient. Et je trouve que ce truc-là, d'avoir quelque chose en tête, d'arriver à le mettre en forme, de l'écrire, ça devient des lettres, puis ensuite ça devient un storyboard, des dessins, puis un livre, et c'est une preuve tangible que... Et en fait, moi, le boulot est fait. Moi, mon plaisir, quand je finis un album, c'est pas de le voir en librairie, c'est de le filer à mes copains. Et c'est là, ou à ma famille. C'est le seul moment où j'existe. Et quand je dessine pas pendant longtemps, que je fais pas des pages pendant longtemps, je me sens malheureux. Quand mes idées de scénario patinent un peu, je deviens ultra angoissé. Et j'ai l'impression que je ne suis plus qu'une... Merde. Donc en fait, ce truc-là, c'est devenu... En fait, c'est comme respirer, boire, manger. C'est indispensable. Voilà. Caro, tu veux réagir aussi? Moi, je suis un peu comme vous deux, à la différence que moi, je dessine. J'ai compris très vite que quand je dessinais, c'était le seul moment où mes parents étaient contents parce qu'en fait, j'étais calme dans mon coin et ils n'avaient pas à s'occuper de moi. Et je sentais que ça avait de la valeur pour eux. Et donc, je me suis enfermée dans ce personnage de fille qui dessine et qui laisse tout le monde, tranquille. Et je crois que c'est toi, Théo, qui a dit à un moment qu'il fallait aimer être seul quand on dessinait, ou toi, je sais plus. Et c'est vrai, je connais pas mal de dessinateurs et notre point commun, c'est vraiment d'aimer être dans notre bulle, sur notre papier. Je sais que moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'une journée où je sais que je vais pas avoir de téléphone, parce que de toute manière, chez moi, ça passe pas, mais j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, et j'ai que mes BD à faire. J'ai que mes dessins à faire. Et ça, c'est un bonheur, mais c'est incroyable, vraiment. Bah, c'est vrai que moi, c'est ce que je disais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'étais petit, ce qui est marrant avec du recul maintenant que je me dis, c'est que quand je rêvais vraiment d'être, genre, pas forcément BD, mais écrivain, ou d'être juste tout seul à faire mes trucs. Et c'est très bizarre avec du recul, parce que, je veux dire, c'est pas très intéressant. Enfin, objectivement, c'est pas un rêve incroyable, quoi, mais je pense que c'est parce que je visualisais bien que j'allais pas être quelqu'un qui allait prendre du plaisir à être, c'est une façon de se mettre derrière ce qu'on fait, quoi. Et du coup, c'est vrai que ouais, cette idée-là d'être tout seul me plaisait énormément, quoi. Ouais, Ce qui est bizarre. Mais, Et pour revenir au truc, genre la BD, est-ce que ça soigne ou quoi de mettre ses émotions? Je sais que quand j'étais au fond du gouffre, donc en pleine dépression, les seuls moments où je respirais, c'est quand j'arrivais à me mettre à ma table à dessin et à dessiner, c'est un bien grand mot, à faire mes gribouillis. Je mettais 3 heures à faire un tout petit dessin de rien du tout, 3 traits, mais au moins ça me distrayait de ma douleur, en fait. Et après, quand les albums sont sortis, on m'a souvent demandé est-ce que ça vous a fait du bien, est-ce que vous êtes guéri, est-ce que vous avez tout compris, mais pas du tout. Sur le moment, oui, mais en fait, non. Bon, faut que tu redessines tout de suite. Faut que je alors. continue. Allez, vite. Je pense que ça peut être intéressant de passer au moment des questions-réponses via le public. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Alors, j'arrive. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Théo Grosjean. Pour l'adaptation de L'homme le plus flippé du monde, est-ce que ce sont les mêmes scènes que dans la BD, des nouvelles que tu as dû écrire, ou un mélange des deux? En fait, il y a environ, il y a 20 épisodes dans la série. Il y a un épisode qui a été totalement ajouté pour la série. Et globalement, c'est inspiré d'épisodes de la bande dessinée, mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça fonctionne pas tel quel. C'est-à-dire, on peut pas adapter tel quel une BD, parce que d'ailleurs, c'est assez marrant. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui fonctionnent bien en BD, je trouve, qui sont drôles en BD. Et en fait, en animation, ça devient pas très drôle, voire un peu bizarre.
enfin, en termes de mise en scène et même de dialogue et tout. Donc en fait, moi j'ai tout réécrit, j'ai réécrit entièrement tous les épisodes, mais globalement, quand on le regarde, ça se ressent pas forcément, parce qu'en fait, ça reste les mêmes trames et le même, mais en fait, ouais, tout est réécrit. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, je monte. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour tous les trois en fait par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que finalement ce genre d'événement comme aujourd'hui ou comme ce week-end sur des dédicaces, vous le prenez comme pas une contrainte, mais en tout cas quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort d'auteur ou d'autrice? Ou est-ce que finalement c'est quand même un plaisir? Parler comme ça devant tout le monde avec un gros spot dans la figure, c'est un peu... c'est pas mon activité préférée, en ce qui me concerne en tout cas. Après, c'est toujours super intéressant, par exemple, d'écouter ce que pensent et répondent les autres à partir d'une même question. Et sinon, les salons, les dédicaces, j'aime bien parce que c'est toujours un moment où on rencontre les lecteurs et généralement les gens qui viennent vous voir vous envoient plein d'ondes positives, ils viennent rarement vous cracher sur la gueule. C'est pas comme sur les réseaux où vous vous en prenez plein la poire gratuitement. Là, c'est en général des gens qui vous aiment, donc ça fait un peu chaud au cœur. Mais c'est beaucoup d'investissement, je trouve. C'est du temps perdu en trajet, enfin là, pas là, parce que moi j'habite à 1 heure, mais quand même. Et c'est du temps pendant lequel on ne travaille pas, qui est rarement dédommagé. C'est souvent des hôtels tout pourris, c'est souvent de la bouffe pas terrible. Je parle pas du tout pour Sevrier BD. Mais c'est vrai qu'au début aussi, on accepte tous les salons, tous les machins, toutes les rencontres. Et franchement, bon voilà. Et il faut savoir aussi dire non. Mais heureusement, alors c'est un truc bateau, heureusement le public est là, mais c'est vrai, ça fait beaucoup de bien. Mais Sevrier BD, c'est très bien. Vous êtes parmi les meilleurs salons que j'ai jamais fait. Et c'est vrai. Je vais rebondir, ouais, moi c'est exactement pareil. Moi j'en fais beaucoup moins. Il y a une époque j'en faisais beaucoup, aujourd'hui ça me coûte beaucoup plus de venir en salon. Effectivement, la rencontre avec le public est comme maintenant. Moi, je prends beaucoup de plaisir à être avec vous. Et pareil pour le moment des dédicaces. Si ce n'est que la dédicace, c'est quelque chose qui est devenu un truc un peu tordu et qui me met un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que la rencontre humaine, je la trouve très intéressante. Mais il y a des fois des trucs en coulisses dont on apprend, la collectionnite, le machin et tout, qui me met très mal à l'aise. Parce qu'on a l'impression d'être un peu, pas complètement, d'être un peu le dindon de la farce des fois. Ça coûte sur le fait que soit on n'est pas à sa table de boulot, soit on n'est pas avec sa famille, donc et puis c'est pas des vacances, on bosse, puis quand on va revenir on va être crevé, mais c'est des événements en fait, et ça je trouve c'est quelque chose qu'on a en France qui est exceptionnel, c'est que l'événement culturel comme ça qu'on a tous les week-ends en France, il n'y a pas un week-end en France où il n'y a pas un festival de BD, parfois on a 2, 3 en même temps, on a une richesse. On a une richesse aussi au niveau des librairies. Alors, là, avec Vincent, c'est parfait, mais en fait, en France, on a un tissu culturel, je dirais, au niveau de la population qui est incroyable. Il y a un auteur américain que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui a sorti un bouquin aux États-Unis qui n'a pas marché, le publie en France, ça cartonne. Il s'appelle David Vann, et en avant-propos de son 2e roman, il raconte son expérience d'Américain à Paris qui vient pour faire une tournée de dédicace. Son texte, il est incroyable. On a l'impression que le mec, il est arrivé sur une autre planète. Nous, on se rend pas vraiment compte de la richesse qu'on a, parce déjà, on peut faire de la bande dessinée et vendre des livres. Genre, les Espagnols, les Italiens, qui ont la même culture que nous, ils viennent souvent en France pour faire ça. Et en fait, en France, en Belgique, en Suisse, c'est exceptionnel. Si on veut trouver d'autres pays qui font ça à peu près, il y a le Japon, sinon les États-Unis, mais en fait, ici, on a quelque chose qui est incroyable. Donc, même si des fois, et souvent, ça me coûte de venir en festival, je sais que il faut accompagner cette espèce d'exception culturelle qu'on a et cette richesse francophone, française de l'univers du livre. On a vu ça pendant les confinements. Le livre, un bien essentiel. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est merveilleux. C'est génial. Théo, tu veux dire pardon. un petit mot Oui, moi c'est vrai que je commence à ressentir un peu au début j'étais pareil, j'en faisais plein, j'étais vraiment très content de faire ça.
Puis en fait, je pense, ouais, au bout d'un moment, il y a le côté, en fait, on perçoit aussi le côté très fatigant, très chronophage du fait de bouger comme ça souvent. Et après, moi, ce qui m'a marqué, c'est que sur ma première BD que j'ai sortie, c'était une BD de fantasy qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et du coup, j'avais pas de public en fait. Donc quand j'y allais, c'était vraiment, j'avais l'impression de venir pour rien, quoi. C'est-à-dire, je venais, je discutais, je buvais une bière avec un auteur ou une autrice, et ensuite il y avait genre une dame qui venait parce qu'elle avait de la peine m'acheter un truc. J'ai vu ça C'est aussi. très bizarre, quoi. Oui, pendant un an, c'était, je sais pas pourquoi les gens m'invitaient. Enfin, je trouvais ça très bizarre. Et bizarrement, j'ai un bon souvenir parce qu'il y avait un côté un peu, c'était des vacances et tout. Enfin, je sais pas, c'était un peu étrange. Et maintenant que j'ai un public qui est quand même assez bien, qui est toujours présent un peu dans tous les festivals, qui me suit un peu, c'est assez bizarre. Après aussi, un autre truc que je voulais dire, c'est que à la base, c'était un public qui était, enfin, le seul public que j'avais, c'était un public qui était un public de gens qui lisaient de la BD et qui tombaient par hasard dessus en librairie, ou qui étaient en école d'art et qui avaient vu mon truc passer pour je ne sais quelle raison. Et en fait, après L'Homme le plus fait du monde, comme c'était prépublié sur Instagram et que j'ai eu une grosse exposition, j'avais un public hyper diversifié de gens qui très souvent ne lisaient même pas de la BD en fait. Et ça a été génial parce qu'en fait, du coup, chaque conversation, alors moi je demandais, je posais beaucoup de questions aux gens parce que je trouve ça plus intéressant de voir un peu ce que les gens font dans leur vie. Et en fait, j'aimais beaucoup ce moment de partage en fait où on rencontre des gens qui ont une vie complètement différente de la nôtre. Et ce truc c'est quand même assez enrichissant, je trouve. Moi, je trouve ça assez intéressant. Surtout du fait que j'ai un public qui est pas trop BD. Et du coup, il y a pas ce malaise d'être juste entre. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime bien cet aspect-là, personnellement. Mais, parce que tu parlais des collectionneurs ou des choses comme ça, ou qui ont un peu parfois un peu le. Bon, après, ils vendent, ils permettent d'acheter des livres aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu tout et cette expérience-là dans la BD, vu que j'ai eu surtout des gens qui venaient de. Et du coup, c'est plutôt une bonne expérience, ouais, moi, dans l'ensemble. Même si c'est fatigant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura une dernière question? Elle n'est pas longue, mais elle va être bien en plus. Bonjour. J'ai une petite question pour vous trois, mais c'est pour rebondir sur quelque chose que Caro a dit à Mathieu quand tu lui posais la question de est-ce que c'était lui qui faisait ses couleurs. Juste que tu précises ce que ça voulait dire faire ses couleurs, parce que forcément avec mon expérience dans ma tête à moi, je me dis on se fait ses propres mélanges, ou est-ce que on se fait sa palette, ou est-ce que dans le monde de l'édition que je ne connais pas, est-ce qu'on vous impose parfois des palettes de couleurs? Non, c'est parce qu'il y a des dessinateurs qui ont des coloristes. Ah voilà. En fait, ils font juste les tracés au noir et c'est quelqu'un d'autre qui fait la couleur. Et moi, j'ai découvert ça aussi en arrivant dans la BD, parce que pour moi, quelqu'un qui dessine et qui fait pas ses couleurs, c'est comme un photographe qui ne développe pas et ne tire pas ses photos. C'est pas possible, hein. Et j'ai découvert que ça existait. Et ça me rend dingue, alors c'est mon point de vue, hein, mais ça me rend dingue qu'on encense quelqu'un qui a un coloriste, par exemple. Pour moi, c'est pas logique. Voilà, mais c'est mon point de vue. Même si c'est très bien dessiné. Pour moi, c'est un tout. C'est pour ça que si en plus tu fais tes couleurs, bravo. Alors moi, mes couleurs, je les fais pas toujours. Je les fais pas toujours. Après, c'est vrai que je fais une bande dessinée de facture très classique, et c'est vrai qu'on a, avec le temps, comme ça s'est industrialisé, qu'il y a eu des fois on demande aux auteurs de produire beaucoup. Alors ça, c'était à l'époque de la presse, donc il y avait un métier qui était scénariste, un autre métier qui était dessinateur. Aux États-Unis, il y a même un métier qui est encreur. Et puis il y a le métier de coloriste. Mais alors, quand il faut faire un album par an, alors c'est long à faire, et puis il faut les enchaîner, parce qu'en fait, à une époque, j'avais 3 séries, il fallait que je fasse 3 albums par an. C'est pas possible. Donc là, comment je fais? Je peux pas faire la couleur, j'ai pas le temps. Alors l'autre particularité l'avantage que j'y vois, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai 3 séries à faire en même temps, ce qui n'est plus le cas, heureusement, parce que sinon, je serais chez moi en train d'agoniser. Mais c'est que ces 3 thèmes, et 3 époques, et 3 personnalités différentes. Et en fait, la personnalité du coloriste va teinter aussi le récit. Donc en fait, ça m'arrangeait aussi qu'à un moment, sur 3 albums différents, il y ait 3 coloristes différents.
Et puis il y a certains projets où je me dis bah non, là je me garde la couleur, c'est pour moi. Donc ça me fait plaisir. Mais je vois aussi que j'ai des réflexes, que je me répète et que je trouve que heureusement que je fais pas tout le temps ma couleur parce que j'aurais l'impression de faire toujours un peu les mêmes teintes ou les mêmes ambiances. Voilà. Bon. Mais ceci dit, je rêverais de voir mes dessins coloriés par quelqu'un d'autre. Il faut coacher quand même, je suis quand même vachement derrière. Hein. Oui, Mais il y a j'imagine. une première étape qui est vraiment une interprétation du ou de la coloriste qui est super importante. Et puis après, c'est juste de la finition, chercher la cohérence. Bon, mais c'est vrai que ça peut être surprenant, mais c'est souvent surprenant en bien. C'est vachement intéressant. Oui, bah c'est... On vient de passer un petit peu plus d'1 heure et demie ensemble. Donc merci beaucoup Mathieu, Théo, Caroline pour avoir pris tout ce temps, d'avoir répondu à toutes ces questions. Moi je suis très très content qu'on ait fait cette journée rencontre, parce que moi ces rencontres avec les auteurs, je les fais toute l'année. Quand je reçois des auteurs à la librairie, je déjeune, je dîne avec eux, j'ai des moments extrêmement précieux, des anecdotes et des moments intimes. Et je me dis, les lecteurs qui viennent en dédicace, c'est 4 minutes, c'est rapide, on n'ose pas toujours parler parce qu'on est un peu timide. Et je me suis dit, tous ces lecteurs, ils ratent le meilleur. Donc vous avez offert pour moi un moment très important. Et donc merci beaucoup d'avoir été là. Et je suis très content que vous ayez partagé vous aussi ce moment avec nous. Et vous pourrez faire partie des centaines de milliers de personnes qui viendront les rencontrer à Sevrier BD. Donc c'est demain, après-demain, au complexe d'animation de Sevrier. Vous pourrez échanger aussi avec eux des moments un peu précieux. Et n'oubliez pas, effectivement, je vous le disais aussi tout à l'heure, à 21h, ici même au Pâté, Le Sommet des Dieux est projeté à un tarif spécial dans le cadre du festival. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le César du meilleur film d'animation cette année. Voilà, ça vaut le coup d'œil, donc n'hésitez pas aussi à venir le voir. Est-ce que vous vouliez dire un petit mot pour finir ? Sommet des Dieux, chef-d'œuvre absolu, il faut y aller. J'ai pas de mots, j'ai pas réfléchi. Désolé. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci.